Merci Patrick, merci à tous. Je vous avoue qu'avec Mathieu, on est vraiment ravis d'être ici avec vous ce soir à Roland-Garros. Alors le COMEX 40, c'est aujourd'hui plus de 2000 chefs d'entreprise qui viennent de tous les départements de métropole et d'outre-mer. Ils représentent tous les secteurs d'activité, toutes les tailles et toutes les formes d'entreprise. Et aujourd'hui, nous sommes le mouvement le plus représentatif de la nouvelle génération d'entrepreneurs de France. Cette génération, elle regarde la réalité en face. Mais elle regarde surtout l'avenir avec ambition et volontarisme. Et c'est pour cela, précisément, que nous avons lancé un exercice de prospective ambitieux. 18 mois de réflexion, des groupes de travail qui ont échangé, débattu, confronté des idées pour aller écrire la vision stratégique de notre génération. Cette démarche, c'est Ambition 2040. Avec Ambition 2040, nous voulons ouvrir une véritable réflexion sur l'avenir économique, industriel et social de notre pays. Parce que penser à 2040, c'est faire le choix de la stratégie plutôt que du court terme. Cette réflexion pourra nourrir la campagne 2027, certes, mais elle doit surtout dépasser cette échéance pour répondre à une question essentielle. Quelles conditions réunir aujourd'hui pour permettre à notre pays de retrouver une croissance forte, durable et responsable? Car dans un monde qui se transforme à une vitesse inouïe, nous ne pouvons pas nous contenter de gérer le présent au jour le jour. Nous devons savoir où nous voulons être dans 15 ans. Et il y a une question qui, à mon sens, résume toutes les autres. En 2040, la France sera encore un pays où l'on crée, où l'on produit, où l'on innove, ou finalement sera-t-on devenu une nation qui consomme les innovations des autres? Cette question, il y a 50 ans, elle était inimaginable. Aujourd'hui, c'est une réalité que nous devons regarder en face. Désindustrialisation, un recul des performances éducatives, des crises de la santé, du logement, une dette publique qui explose, les fragilités structurelles s'accumulent. Mais être lucide sur la situation, c'est précisément ce qui doit nous amener à être optimistes, à être volontaristes, à être ambitieux pour pouvoir écrire ce que nous voulons de la France en 2040. Comme beaucoup de Français, les chefs d'entreprise sont lassés des promesses sans lendemain et des engagements qui ne sont pas tenus. La défiance à l'égard de la parole politique est forte. Alors aujourd'hui, nous ne voulons pas entendre de nouveaux discours. Nous voulons des engagements crédibles. Nous ne sommes clairement pas ici pour commenter le passé. Nous sommes ici pour parler ensemble de la France que nous voulons pour 2040. Pendant 1 heure, 4 jeunes parlementaires de sensibilités politiques différentes vont être confrontés aux propositions qui ont été élaborées par les membres du COMEX 40. Ces propositions n'engagent pas le MEDEF. Elles ont pour objectif d'alimenter le débat. Pendant cette heure, les parlementaires vont devoir prendre position. Ils vont devoir argumenter, défendre leur choix. Nous avons souhaité un exercice exigeant, mais respectueux, avec la volonté qu'il n'y ait pas d'éléments de langage. On ne veut pas de petites phrases, pas de slogans, pas d'éléments de langage. On veut l'esquisse d'une vision. Alors, nous allons maintenant accueillir celles et ceux qui ont accepté de se prêter à cet exercice. Un grand merci à eux d'avoir accepté cette invitation et surtout d'avoir accepté les règles du jeu qui sont un peu particulières. Nous vous demandons d'accueillir par ordre alphabétique Philippe Brun, député de l'Eure et candidat à la primaire du Parti socialiste pour l'élection présidentielle. Adrien Clouet, député LFI de la Haute-Garonne et co-responsable du programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon. Marie Lebec, députée Renaissance des Yvelines et ancienne ministre chargée des relations avec le Parlement. Alexandre Loubet, député de la Moselle et directeur de campagne du Rassemblement national pour les élections législatives et européennes de 2024.
Madame, messieurs, vous l'avez compris, nous attendons ce soir un discours de vérité, car les décisions que vous pourriez être amenés à prendre demain, si les Français vous accordent leur confiance, pourraient avoir un impact sur de nombreuses années. Nous allons donc vous interroger sur 4 sujets fondamentaux pour notre génération: l'Europe, l'innovation et l'industrie, l'éducation et la formation, et enfin les conséquences de l'intelligence artificielle. Sur chacune de ces 4 thématiques, le membre responsable du groupe de travail viendra vous poser une question. Nous vous inviterons à voter à travers les tablettes qui sont positionnées devant vous et le résultat de vos votes sera affiché sur l'écran, juste derrière. Vous aurez alors 2 minutes pour nous expliquer votre position. Mais je vous propose sans plus attendre de rentrer dans le vif du sujet et je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir le premier intervieweur, Antonin Arnoux du COMEX 40 de Moselle. Mesdames, Messieurs les députés, permettez-moi, pour vous parler d'Europe, de faire un petit tour par la Moselle pour un exemple très concret. On sort de la Seconde Guerre mondiale. Robert Schuman décide de préserver la paix en Europe en alliant les intérêts économiques des pays européens autour du charbon et de l'acier. C'est la communauté économique du charbon et de l'acier. C'est à ce moment que naît l'Union européenne. On est 75 ans plus tard aujourd'hui. L'Europe a évolué, elle fait face à un challenge important. Le monde change très vite. Les puissances mondiales s'équipent, investissent, innovent. Et pendant ce temps-là, l'Europe a besoin de beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de simplicité dans sa manière de travailler. Il faut qu'on sorte de cette naïveté. Il est temps que l'Europe voit le monde tel qu'il est et pas tel qu'elle aimerait qu'il soit. Pour plus de simplicité, il va falloir qu'on arrête de passer des années à écrire des textes, à débattre de textes à Bruxelles, parce que pendant toutes ces années-là, les autres pays agissent, encore une fois, innovent et investissent dans des technologies. Un exemple très simple, le carbone. L'Europe a fait un choix vertueux, et c'est normal, c'est de travailler sur sa décarbonation. Une taxe a été mise sur les entreprises les plus émissives pour diminuer notre carbone. Mais à un certain moment, cette taxe vient complètement gréver la compétitivité des entreprises, agit sur leur carnet de commandes, amène à la fermeture d'usines, et finalement, les émissions qui sont perdues en Europe ne sont pas perdues pour la planète puisqu'elles changent de continent. Donc, il faut qu'on change de système. Il faut qu'on soit en capacité aujourd'hui, avec la force économique, commerciale qu'on a, d'imposer à nos partenaires mondiaux de décarboner les produits qu'on achètera chez eux. Cette puissance-là, on est d'autant plus en capacité de la déployer puisque nos entreprises européennes aujourd'hui ont déjà un savoir-faire reconnu dans la décarbonation. Donc très clairement, ma question est la suivante. Fait-on de l'Europe une puissance exportatrice de la décarbonation plutôt qu'un continent qui continue à se contraindre? À vos votes. Vous avez 5 secondes. Ça marche pas. Alors, on va voir si effectivement vos votes peuvent s'afficher. Est-ce qu'on peut afficher les votes? On va demander les couleurs. Eh ben, ce que je vous propose... voilà. Monsieur Loubet, Monsieur Alexandre Loubet, on vous proposera de... Nous avons été lâchés par la technologie puisque ma tablette ne fonctionne pas. Alors, quelle est la couleur que vous auriez aimé mettre? Pour, évidemment. Pour. Ce que je vous propose, si ça vous va, monsieur Adrien Clouet, on vous laisse la parole. Vous avez 2 minutes. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour l'invitation. La raison pour laquelle j'ai voté en m'abstenant, c'est par rapport au terme de la question. Parce qu'il me semble qu'on gagne d'abord à poser le sujet général de la politique européenne sur l'énergie. Est-ce qu'on va régler par des mécanismes de marché la question et de la décarbonation et de l'atteinte de la production électrique supplémentaire? Je pense que tout le monde là-dessus sera d'accord ici aussi. On a des engagements, plus 30% dans le scénario RTE. Il faut qu'on produise plus et il faut qu'on décarbone. Or, on a, je pense ici, 2 problèmes auxquels faire face. D'abord, le retrait total de l'investissement public en la matière. Dans notre pays, les 120 barrages hydroélectriques, les 58 réacteurs ne sont pas construits par l'investissement privé.
Parfois, il est venu en support, mais ce n'est pas lui qui a été déclencheur. Et il y a eu un renoncement de la puissance publique à décarboner directement au niveau de la production dès l'activité sur le sol français. Et je ne vais pas revenir sur l'ensemble des abandons, Alstom, Photowatt, Naval Energy, etc., etc. Donc si la décarbonation n'a pas lieu par le marché, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut, à mon sens, sortir de ce marché européen de l'énergie, qui est peut-être même l'enjeu prioritaire par rapport à la taxe carbone. Sortir du marché européen de l'énergie, car vous le savez, et je suis député à Toulouse, donc on a des secteurs comme l'aéronautique qui en pâtissent énormément. Ce marché européen de l'énergie indexe le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Ce qui signifie que dans notre pays, eh bien, 5% des producteurs déterminent le prix de 75% de l'électricité qui est mise en circulation. C'est évidemment inacceptable. En 2022, on a assisté à une envolée. On a eu des prix qui ont triplé. On a eu des prix qui nous ont mis, et de manière durable, bien derrière la Chine et les États-Unis d'Amérique. Donc, il faut le retour à un opérateur national pour un traitement préférentiel des industriels, une administration du prix. Pardon. Bref, il faut des prix qui soient à la baisse, stables et prévisibles. Seul le public, par des tarifs administrés, peut le réaliser. Merci. Philippe Brun, c'est à vous. Bien, alors moi j'ai répondu oui, car il y a l'alternative à ce que vous dites, eh bien, ce serait d'abaisser les normes européennes pour revenir à l'état de fait mondial, qui est celui du laisser-faire et de l'explosion des émissions de gaz à effet de serre, et ça on ne peut pas l'accepter. Alors comment on réussit la décarbonation sans tuer nos entreprises européennes? D'abord, il faut renforcer le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui a été créé au niveau européen. J'ai présenté un programme économique qui s'appelle Produire pour la primaire interne du Parti socialiste. On propose un protectionnisme XXL sur le plan écologique en faisant payer le coût de la carbonation sur les produits que nous importons sur notre sol, et en particulier, je le pense aux automobiles chinoises qui vont envahir le marché européen, et nos automobilistes français, nos filières automobiles françaises ne vont jamais s'en remettre si nous ne mettons pas en place ce protectionnisme XXL aujourd'hui qui fasse payer le coût du carbone à l'importation face à ceux qui ne respectent pas nos normes. Cela vaut également, Arnaud Rousseau était là tout à l'heure, sur le plan agricole. Aujourd'hui, on importe 25%. 25% des produits que nous importons ne sont pas conformes aux normes européennes qu'on impose pourtant à nos agriculteurs français. Ensuite, comment réussir la décarbonation? Eh bien, on a un champion national qui s'appelle EDF. Et moi, je veux que EDF soit notre Aramco français. Revenir au monopole public d'EDF afin de fournir à nos entreprises l'électricité la moins chère d'Europe, développer évidemment la filière électronucléaire, car on ne s'en sortira pas sans cela, qui avec le renouvelable nous permettra de doubler la production électrique à 940 TWh d'ici 2050. C'est cela l'horizon qui doit être le nôtre. Merci. Marie Lebec. Merci beaucoup. Déjà, je voudrais remercier parce que je trouve que c'est une façon très positive d'aborder la question. Ça prend acte du fait qu'on a déjà des industriels, des entreprises qui se sont emparés de ce sujet de la décarbonation. Je pense à Airbus, je pense à Vercor, je pense à Vicat. Il y en a encore plein d'autres qu'on pourrait citer. Et elles ont besoin, pour continuer, puisque c'est des investissements qui sont massifs, qui sont dans la durée, qui demandent aussi parfois de la recherche et de l'innovation pour basculer d'une politique qui s'appuie sur de l'énergie fossile à une politique qui s'appuie sur de l'électricité décarbonée, à un cadre clair, lisible, prévisible et qui se maintient dans le temps. Et pour ça, ça ne peut pas être est-ce qu'on fait du stop ou encore sur la décarbonation. La deuxième chose, c'est qu'on a en Europe des atouts indéniables pour réussir cette décarbonation. Je pense qu'on a partagé ici cette conviction de dire à la fois le nucléaire, mais globalement le mix énergétique, le développement des renouvelables. Ça nous permet à la fois d'avoir une politique très décarbonée et donc pouvoir aussi montrer à nos partenaires dans le monde que c'est une politique qui est possible à mettre en œuvre, mais aussi des champions nationaux qui réussissent. Ensuite, c'est un enjeu de souveraineté qui est absolument majeur, cette décarbonation. On l'a vu avec les deux crises, l'Ukraine, la crise avec l'Iran, que ça rendait nos entreprises extrêmement dépendantes à la volatilité des prix des matières fossiles, et donc qu'il fallait pouvoir poursuivre cette décarbonation, avoir une politique publique qui amène cette décarbonation à nos entreprises, c'est-à-dire soutenue par la commande publique, soutenue par un cadre politique clair et lisible. Et enfin, sur l'exportation, un secteur que je connais bien, je pense que les accords internationaux sont aussi utiles en la matière. On le voit dans le traité de libre-échange avec le Canada, on peut imposer nos normes de production, et je crois qu'on doit se servir davantage de l'Union européenne, davantage de son marché, davantage de sa capacité à négocier pour faire de la décarbonation un moteur de croissance. Merci. Alexandre Loubet, vous voulez nous indiquer le vote? Absolument, j'ai voté pour. Vous avez 2 minutes.
Parce qu'effectivement, la lutte contre le réchauffement climatique est l'un des enjeux majeurs de notre génération. Je dis notre puisque nous sommes avec le COMEX 40 et que nous nous considérons encore jeunes. De manière très concrète, aujourd'hui, oui, la décarbonation de l'Europe aurait pu être notre atout dans la guerre économique et commerciale. Mais aujourd'hui, c'est devenu notre boulet. Face d'un côté aux productions en surcapacité chinoises et de l'autre aux tarifs douaniers et au choc de compétitivité américain, l'Europe doit se réveiller. Or, pendant que l'Europe régule sur l'écologie, eh bien, la Chine, les États-Unis avancent. Concrètement, comment on fait ? Il faut sortir de cette naïveté, sortir de l'idéologie d'une écologie punitive et excessive. L'Union européenne doit arrêter de bureaucratiser la vie des entreprises. 850 obligations nouvelles qui pesaient sur les entreprises lors de la dernière Commission européenne sur 5 années. C'est délirant. 5000 pages de réglementation, stop. Vous avez les réglementations omnibus au Parlement européen qui ont été notamment impulsées par le groupe du RN au Parlement européen. Ça va dans le bon sens. Deuxièmement, il faut bâtir nos propres filières nationales et européennes vertes. Ça passe par la relance du nucléaire, ça passe aussi par l'arrêt de subventions à l'importation d'éoliennes et de photovoltaïques chinois. Ça passe aussi par une incitation aux chefs d'entreprise que vous êtes d'investir dans des investissements verts qui sont souvent moins productifs. Et donc en face, vous devez avoir une garantie, c'est un prix peu cher, une énergie abondante et décarbonée. Autrement dit, il faut rétablir un prix français de l'électricité. Ça baissera de 20% vos factures d'électricité. Enfin, pour exporter le modèle écologique européen tout en préservant la production sur notre sol, il faut réformer la taxe carbone aux frontières européennes pour que, déjà, on taxe non plus que les matières premières nécessaires pour la production sur notre sol, mais qu'on taxe aussi les produits finis et semi-finis, merci, je termine, et évidemment que ceux qui exportent vers l'Europe soient incités à décarboner leur mix énergétique. Merci. Merci Antonin. Merci. J'appelle maintenant Constance Gruy du COMEX 40 du Rhône. Mesdames, Messieurs les députés, la France fait face à une contradiction. Nous voulons renforcer la souveraineté et retrouver une croissance durable. Mais aujourd'hui, le PIB de l'industrie représente 11%, alors qu'il représentait 24% en 1980. Donc si nous voulons retrouver notre capacité à agir, il nous faut réindustrialiser la France dans des secteurs stratégiques. Or, aujourd'hui, nous manquons de personnel, nos chaînes d'approvisionnement sont fragiles, la concurrence internationale est accrue et le cadre réglementaire est de plus en plus exigeant avec les entreprises françaises. Donc c'est pour ça qu'on s'est interrogé sur le principe de précaution. Nous sommes d'accord sur ces objectifs, protéger la santé, protéger l'environnement. Mais le principe de précaution ne doit pas être un frein à l'action. Ne pas décider, c'est un risque. Ne pas investir, c'est un risque. Dépendre de l'étranger sur nos chaînes d'approvisionnement, sur l'énergie, sur la technologie, c'est aussi un risque. Alors, ce que nous demandons, ce n'est pas de moins protéger, mais c'est de mieux arbitrer. Nous proposons de réévaluer le principe de précaution pour qu'il soit plus proportionné et qu'il intègre aussi le coût de l'inaction. Donc ma question, c'est seriez-vous favorable à réévaluer le principe de précaution en y intégrant un bilan coût-avantage depuis son origine? À vos votes, vous avez 5 secondes. Alors, ça y est, les résultats s'affichent. Philippe Brun, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'êtes pas convaincu ? Merci beaucoup. Alors moi, j'entends très bien le propos qui a été tenu. Je ne vois pas tellement le rapport avec le principe de précaution, qui est un principe d'ailleurs, je suis juriste, qui n'a pas de vraie reconnaissance constitutionnelle. Il est inscrit dans la Constitution, mais le Conseil constitutionnel ne l'a jamais vraiment appliqué. Et c'est d'autres principes qu'ont justifié, par exemple, la loi Duplon, la censure de la loi Duplon. Et on en fait beaucoup médiatiquement sur ce principe qui, en vérité, juridiquement, comme le disait d'ailleurs Guy Carcassonne, il disait le principe de précaution, c'est un neutron constitutionnel, c'est-à-dire c'est inscrit, mais en vérité, on ne l'applique pas très concrètement aujourd'hui dans notre droit. Donc,
le réviser, je ne pense pas que ce soit la question. En revanche, moi, ce que j'entends dans votre question, c'est le principe d'indécision qu'on a aujourd'hui dans nos politiques publiques. On a des investissements gigantesques à faire, je le crois, dans l'intelligence artificielle. Moi, je propose de consacrer 1,5 point de PIB de dépenses publiques pour arriver au niveau des Américains sur l'intelligence artificielle. Pour y arriver, il faut qu'on prenne des décisions. On a des décisions à prendre fortes sur notre avenir énergétique. Le gouvernement a évolué et a pris des positions il y a quelques années qui, de mon point de vue, je pense, sont positives. Mais il faut aller plus fort et il faut prendre des décisions. Il faut prendre aussi des décisions très fortes sur le modèle économique qu'on souhaite et la priorité industrielle qui doit tous nous rassembler. Donc là-dessus, évidemment, je vous suis. Ensuite, le principe de précaution dans la Constitution française, de toute façon, aujourd'hui, est très peu normatif. Et donc, on peut s'amuser à le changer. Mais je ne pense pas que ça amènera 1 euro de chiffre d'affaires en plus pour vous. Merci. Merci beaucoup. Marie Lebec. Oui, merci beaucoup pour cette question. Je trouve que le débat autour du principe de précaution, c'est un peu le principe de précaution, même c'est un peu devenu le symptôme d'une culture administrative française, où en fait, au fond, c'est un peu un faire-valoir pour un principe général d'inaction. C'est-à-dire on ne prend pas de décision, on met ceinture et bretelles, on ne prend pas de risque, on n'avance plus. Et je pense que c'est peut-être un biais de ce qui était initialement le principe de précaution, mais n'empêche que le résultat est là. Et c'est toujours la dichotomie entre la décision politique, celle qu'on peut prendre à l'Assemblée nationale, et sa traduction ensuite dans les faits concrètement pour nos concitoyens, pour nos entreprises, pour nos industriels. C'est pour ça, avec Gabriel Attal, effectivement, un peu dans la ligne de ce que vous proposez, on travaille sur un principe d'innovation responsable qui protège face aux risques avérés, mais qui doit permettre aussi de retrouver une respiration sur ce qui est l'expérimentation, le progrès, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le risque, c'est qu'avec de ce principe de précaution, on n'innove plus, on ne prenne plus de risques, et en attendant, tous les autres pays avancent et accélèrent, et effectivement, le thème de l'intelligence artificielle est un très bon exemple de ça. On est à l'aube d'une révolution qui va transformer les procédés de production et ça va jouer énormément sur notre capacité à agir. On n'a pas rien fait puisqu'on a cherché déjà à transformer cette culture. On a voté le droit à l'erreur en tout début de mandat. On a vu avec le chantier de la réhabilitation de Notre-Dame qu'on était à la fois capable d'aller vite, de faire avec efficacité, d'avoir une chaîne de commandement et de décision qui soit coordonnée, orchestrée rapidement. Moi, je crois aussi que dans nos territoires, que le rôle des préfets n'est pas neutre en la matière et qu'on peut leur demander d'avoir ces objectifs. On le voit avec les grands projets de cathédrale industrielle, avec une très forte demande aussi des acteurs industriels de pouvoir intégrer un peu ce programme pour gagner en rapidité. Et je trouve qu'au fond, ce que vous dites dans votre question sur un bilan coût-avantage, on le voit déjà dans un certain nombre de secteurs. Effectivement, est-ce que sur un certain nombre de secteurs stratégiques comme la défense, comme l'industrie pharmaceutique, on ne doit pas avoir des procédures accélérées? Ou est-ce que sur une certaine typologie, je pense aux friches par exemple, on ne peut pas encore davantage accélérer? Il y a des entreprises qui sont volontaires pour s'installer sur des friches. Elles disent aujourd'hui, c'est des terrains qui ont perdu de leur valeur environnementale et sur lesquels on ne peut pas s'implanter plus rapidement. Merci. Merci beaucoup. Alexandre Louvet. Oui, merci. Effectivement, j'ai voté pour et j'ose même dire que je veux aller plus loin. C'est-à-dire que nous considérons au Rassemblement national qu'il faut supprimer le principe de précaution du bloc de constitutionnalité et de manière objective. C'était une intention très louable, donc non pas par idéologie, mais par pragmatisme, car malheureusement, depuis 2005, son application, son interprétation a été complètement dévoyée et on se retrouve avec une compétitivité de nos entreprises plombée. Depuis 2005, le Code de l'environnement a été multiplié par 6, donc c'est absolument dramatique, c'est autant de coûts pour les entreprises et de complexité dans votre quotidien. Et c'est aussi un frein à l'innovation. Nous croyons en la science, nous croyons dans le progrès technique, technologique. Or, malheureusement, ce principe de précaution en est un frein majeur. Nous, ce que nous croyons, effectivement, c'est qu'à partir du moment où on supprime le principe de précaution, eh bien, on envoie un signal mondial où dans la course mondiale technologique, eh bien oui, vous pouvez venir investir en France dans les nouvelles technologies. Nous n'avons pas de principe de précaution. Bien évidemment, ce ne sera pas l'anarchie pour autant. Il y a la loi, je crois dans la loi, je crois dans la réglementation pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Je crois dans la puissance publique, l'autorité de l'État pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'excès. Mais nous voulons supprimer le principe de précaution parce que ça participera de la déréglementation nécessaire pour redonner de l'air aux entreprises et évidemment baisser ce que j'appelle le coût de l'impôt paperasse. Vous savez qu'entre 2017 et 2024, on estime que l'inflation normative coûte à peu près 30 milliards de plus par chaque année, donc c'est absolument dramatique. Et tout ce qui n'est pas développé sur le sol français, il le sera ailleurs.
avec des fuites de cerveau, de brevets ou encore d'usines. Par conséquent, je crois que c'est un signal de foi en la science. Merci. Adrien Clouet. Le principe de précaution, on va peut-être rappeler, il s'agit uniquement de ce qui peut causer un dommage grave et irréversible. C'est ça qui est concerné. Alors, bien sûr, on a un code de l'environnement qui a augmenté de volume, évidemment, puisque vous nous votez des exceptions tous les 4 matins. Donc à chaque exception, ça rajoute 3 pages. Donc oui, bien sûr, le code, il augmente. Bon, ça ne veut absolument rien dire. Et surtout, le principe de précaution n'est pas qu'une sûreté collective, c'est aussi un aiguillon pour l'innovation. La sélection végétale, par exemple, plus résiliente pour remplacer des OGM, les solvants verts, des composants ou des résines biosourcées, tout cela a aussi été développé grâce au principe de précaution, qui a été un soutien à une partie de l'innovation en France. Et s'il y a des difficultés dans des projets, ce qui est vrai, ce n'est que rarement lié au principe de précaution. C'est lié au fait que dans les tribunaux, les contentieux sont traités sur des durées qui sont absolument excessives parce qu'il n'y a plus de personnel dans les tribunaux. C'est lié au fait, on parlait d'énergie juste avant, que les raccordements aujourd'hui prennent des durées absolument cataclysmiques parce qu'il n'y a plus personne pour s'en occuper dans les directions départementales. Et j'irai même un peu plus loin. Non seulement je suis favorable au principe de précaution environnementale, mais je pense que si on veut développer l'innovation en France, et je pense que là aussi il y aura un accord sur le principe de développer l'innovation, eh bien il faudra un principe de précaution sociale. Parce qu'aujourd'hui, un des freins à l'innovation, c'est le fait que 50% des brevets sont déposés par des personnes issues des 10% des ménages les plus aisés. Ce qui est bien qu'ils le fassent. Mais on a des milliers de cerveaux qui n'ont pas accès à l'innovation, au dépôt de brevets. Et ça se joue dans l'éducation nationale, dans la recherche et même y compris dans les usines. Tout le monde sait qu'un entrepôt, aujourd'hui, des ouvriers développent des scripts ou des macros pour accompagner. Donc il faut qu'on démocratise l'innovation plutôt que de renoncer à des principes de sécurité collective. Merci beaucoup Adrien Clouet, merci à vous tous, merci Constance. Et j'appelle l'intervieweuse suivant, Agathe Labaquère, si tu veux bien nous rejoindre, Comex 40 National. Alors, en tant que jeune dirigeant, je vous propose de parler des jeunes, ceux qui nous considèrent sans doute comme des vieux. Désolée. Quand on a commencé à parler de ce thème, de la jeunesse, de l'orientation professionnelle, c'était important pour nous d'aborder les fondamentaux, qui sont une première étape nécessaire dans le parcours professionnel. On en parlait assez peu avant la rentrée politique, mais les chiffres sont là. Lire et écrire, compter, nager, courir, coder, toutes sont des compétences qui sont nécessaires et que l'ensemble des élèves doivent avoir acquis à la fin de la scolarité élémentaire. Les initiatives, une fois les fondamentaux acquis, les jeunes sont amenés à faire l'orientation, à se décider, et souvent c'est très rapide. En France, des dispositifs ont été mis en place récemment, sont divers, pour découvrir les formations professionnelles. En revanche, leur application, on le voit, elle est inégale. Les freins, nous les connaissons tous, le poids des liens familiaux, la difficulté des entreprises à accueillir des jeunes élèves, et on l'a sans doute tous vécu en accueillant des fils d'amis dans nos propres entreprises. Ces limites, elles conduisent les jeunes à faire des choix sans réelle connaissance des réalités. Dans ce contexte, ce que nous pensons en tant que chef d'entreprise, notre rôle, il est de faire découvrir nos entreprises, de faire découvrir les métiers, de créer des vocations, de montrer la vraie vie, celle qui n'apparaît pas sur leur fil Instagram ou TikTok. Du coup, pour cela, ce qu'on préconise, c'est de mettre en place une heure de classe en vrai pour l'ensemble des collégiens. 1 heure toutes les 2 semaines, de la 6e à la 3e, pour découvrir différents métiers. Les élèves, ils seront équipés de casques, de réalité virtuelle, et ils seront en immersion dans des usines, dans des ateliers, des blocs opératoires. Tous ces environnements qui sont difficiles d'accès, qui peuvent être dangereux et compliqués à organiser. 1 heure toutes les 2 semaines, ça fait 18 heures, ça fait 60 métiers découverts à la fin du collège. Il s'agit d'une première étape dans un parcours complet qui finirait par un parcours d'apprentissage ou d'alternance. Alors, Madame, Messieurs députés, je m'adresse à vous, seriez-vous favorables à la mise en place d'un dispositif en vrai pour l'ensemble des collégiens? À vos votes. Vous avez quelques secondes. Dès que les votes s'affichent, Marie Lebec, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. À vrai dire, c'est une très bonne question. C'est un vrai sujet parce qu'effectivement, on voit que souvent la question de l'orientation, en fait, elle arrive assez tard pour les étudiants en France. Moi, j'ai accueilli au cours de ces presque 10 ans de mandat beaucoup de stagiaires. C'est toujours très intéressant de leur demander, des stagiaires de 3e plutôt, et de leur dire mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Et en fait, de voir qu'ils s'étaient jamais vraiment posé la question, qu'on leur avait jamais vraiment posé la question. Or, pourtant, ils arrivent en fin de collège et ils n'ont plus que 3 années dans lesquelles ils doivent s'ouvrir à différents métiers, à différentes possibilités. Et vous l'avez dit, il y a le poids des liens familiaux, il y a aussi, moi j'avais été, quand j'étais au ministère, en déplacement à Millau, et il parlait de la question de la formation des médecins, en disant, en fait, il n'y a pas de formation en médecine dans l'Aveyron, ils se limitent en refusant peut-être parfois d'aller à Toulouse ou à Montpellier, parce que ça leur paraît loin, et donc ils limitent leur choix en conséquence. Et ça s'applique à tout un tas d'autres secteurs. Je crois aussi qu'on a fait un peu, mais ça remonte à déjà plusieurs années, un peu une erreur de massification au fond, de dire il faut que toute une classe d'âge ait le bac, il faut que toute une classe d'âge fasse des études longues, sans se poser vraiment la question de se dire au fond la voie de la réussite, c'est celle qui permet de trouver sa voie, de trouver un métier dans lequel on va s'épanouir et au fond sa place dans la société. Et ça, c'est absolument fondamental. Il y a déjà beaucoup d'initiatives qui existent, mais qui parfois sont trop ponctuelles, limitées un peu à un territoire, à la volonté d'une école, à la volonté d'un directeur d'établissement. Là, on parle d'intégrer les outils du numérique, les outils de modernité dans cette formation, et c'est une très bonne idée parce que ça rend concret. Mais on sait aussi, par exemple, qu'il y a les juniors, les classes de découverte des mini-entreprises, les juniors entreprises qui permettent de s'acculturer. Et donc je crois qu'il faut encourager ces initiatives, et effectivement, probablement dans le cadre scolaire, porter un cadre qui permette à l'éducation nationale de faire s'épanouir ces projets. Merci. Alexandre Loubet. Oui, merci. Effectivement, je crois qu'il y a un consensus pour dire que le système de formation dans notre pays est totalement défaillant. Et si nous avons 2 exigences majeures pour le refonder, c'est relever le niveau et adapter la formation aux besoins du pays, c'est-à-dire notamment aux besoins économiques. Donc toute initiative qui visera à rapprocher le monde économique de la formation est la bienvenue. Si je prends le problème à la racine, il y a d'abord la question de la formation initiale. On se retrouve effectivement avec près d'un quart de la génération qui arrive au collège sans savoir bien lire, et on est dernier ou avant-dernier dans le classement de mathématiques en Europe. C'est catastrophique. Il faut mettre fin au collège unique au profit d'un collège modulaire qui valorise les filières manuelles, les filières professionnelles, les filières de la main. Ça me paraît indispensable. J'ajoute à cela qu'il faut évidemment renforcer, revaloriser les savoirs fondamentaux, notamment scientifiques et en termes de langue. En termes de formation secondaire, là je crois beaucoup dans les comités de filière. Il faut que les comités de filière, avec les pouvoirs publics, définissent les besoins par secteur et par territoire, très important. Je pense qu'il faut que les lycées techniques professionnels soient rattachés au ministère de l'Industrie, à l'image des lycées agricoles au ministère de l'Agriculture, développer les écoles de production, généraliser la représentation des entreprises dans les établissements. Et enfin, en termes de formation continue, eh bien, il faut complètement remettre à plat tout le système qui coûte 40 milliards d'euros, 2 fois plus cher par chômeur que la moyenne européenne pour des résultats pathétiques, je pèse mes mots. Supprimer les formations non professionnalisantes, ça fera des économies. Rationaliser tous les acteurs, ça en fera aussi. Et dernier mot sur l'apprentissage. Aujourd'hui, il faut, je crois, réorienter l'apprentissage vers les filières industrielles de construction et agricoles, ce qui représente seulement 24-25% aujourd'hui des contrats d'apprentissage. Il faut vraiment mettre le paquet là-dessus et faire un apprentissage junior dès 14 ans ou 15 ans. Ça me semble très important. Merci. Adrien Clouet. Merci. Quelque part, la proposition, elle est très light, en fait, qui nous est proposée ici. Donc je vais vous prendre un peu à revers. Moi, je pense qu'il faut en faire plus. Et j'ai même le sentiment que l'essentiel, on passe à côté. L'essentiel, ce n'est pas le visionnage de l'acte de travail, de la pratique. L'essentiel, c'est l'échange. Parce que c'est dans l'échange avec des professionnels que se créent des rôles d'identification et la capacité à se projeter sur le temps long. À mon avis, beaucoup plus que dans l'usage, disons, de la matérialité de l'écran et le visionnage peut-être ponctuel ou saupoudré, et d'ailleurs sans doute inégalitaire entre établissements, tel qu'il est proposé ici. Oui, il y a un problème d'orientation, évidemment. Aujourd'hui, l'orientation est abandonnée à des stages qui ont une utilité pédagogique rigoureusement nulle. Les uns le font par piston dans la boîte des parents, et certains gamins sont aussi, on va le rappeler, mis en danger. On a eu plusieurs décès l'année dernière dans des stages qui étaient visiblement pas adaptés dans les activités que conduisaient les jeunes. Donc l'orientation publique, c'est une exigence absolue. Elle doit avoir lieu dans le cadre scolaire, de manière pédagogique, et surtout comme ayant un objectif. L'orientation, ce n'est pas
uniquement pour pourvoir des postes, c'est pour organiser le niveau général des qualifications et l'élever d'une génération à une autre. L'orientation publique scolaire n'est pas neutre, elle vise à augmenter le niveau de qualification. C'est ça qui est important. Comment on fait? D'abord, évidemment, en ayant des qualifications, je disais, transversales pour tous les gamins. Bien sûr qu'il faut 19 gamins par classe maximum pour qu'ils aient la capacité ensuite à choisir leur avenir. Bien sûr qu'il faut enfin redonner de l'attractivité au métier de prof. 16 ans de baisse de salaire, 15 millions d'heures par an qui ne sont pas honorées par manque de vivier de remplacement, notamment dans les établissements les plus populaires. On a les moyens de faire ça en ce moment ? Ah, je pense qu'on a les moyens. Déjà, ça fait 10 ans qu'on tente l'ignorance. Alors, on pourrait tenter l'intelligence, ça changerait, parce que ça nous a coûté extrêmement cher de faire ces coupes-là dans l'éducation. Et oui, lorsque vous mettez 1 euro pour former des gamins, pour élever leur niveau de qualification, c'est beaucoup plus rentable derrière, parce que leur salaire est plus élevé, donc vous avez plus d'impôts, plus de cotisations sociales, et leur trajectoire professionnelle, elle peut s'organiser de manière évidemment beaucoup plus adaptée et ajustée à leurs besoins, à leurs désirs. Et il faut un appui là-dessus, qui est un service public de l'orientation, avec l'ONICEP, qui serait enfin, dirigé par un délégué interministériel qui associe et coordonne ces organismes. Merci beaucoup. Philippe Brun. Donc j'ai voté pour, évidemment, cette proposition, et il faut aujourd'hui une révolution professionnelle en France. Le bilan quand même du précédent gouvernement, c'est d'abord la division par 4 du nombre de bacheliers dans le système scientifique, depuis la réforme du bac, et puis la destruction de la filière professionnelle, des lycées professionnels d'un côté, de l'autre, la suppression des aides à l'apprentissage dont bénéficient notamment les entreprises et les CFA. Il y a ici des dirigeants de CFA, j'en ai croisé tout à l'heure, qui a été catastrophique pour le financement de la filière professionnelle. Dans mon programme Produire, que je défends dans la primaire du PS, eh bien, je défends la création d'une voie professionnelle complète, qui soit du même niveau que la voie générale sur le modèle allemand. D'abord, donc, dès la 6e, renforcer l'enseignement de la technologie, qui est aujourd'hui une matière qui est totalement sous-estimée et sous-évaluée, afin de développer les métiers manuels. On va parler d'intelligence artificielle dans 2 minutes. Avec l'intelligence artificielle, beaucoup de métiers vont disparaître. Et donc les métiers de bureaucratie, de juriste comme le mien, je suis magistrat, vont être moins nombreux, vont disparaître. Et donc il faut aujourd'hui que nous mettions le paquet sur les techniciens, les ingénieurs, les métiers manuels et les revaloriser par cette voie professionnelle complète. Donc dès la 6e, rétablir la technologie, permettre également d'avoir des apprentissages tout au long de la scolarité, et puis développer une voie professionnelle concrète dans les IUT, parce que les IUT, c'est des endroits d'excellence, des endroits dans lesquels il n'y a pas un chômeur à la sortie de l'IUT, et on propose de masteriser les IUT, c'est-à-dire qu'on puisse avoir le BTS, le DUT, et d'aller jusqu'au MUT, ce que je propose de faire, que les IUT soient des lieux d'excellence pour mettre en place des techniciens qualifiés. S'appuyer bien sûr sur les comités de filière avec les entreprises, car ce sont avec les entreprises et les filières industrielles qu'il faut définir les nouveaux besoins dont notre pays a besoin. Merci avocate, merci Agathe. J'appelle maintenant Lionel Chouraki du MEDEF Paris. Madame la députée, messieurs les députés, la France a un incroyable talent. Pour l'IA aussi. Nous avons une énergie largement décarbonée, nous avons une industrie forte, des talents extrêmement bien formés. Alors allons-y, ensemble, chefs d'entreprise et députés, faisons de la France la première terre en Europe où investir, industrialiser l'IA et construire les infrastructures autour de l'IA. Nos travaux sur l'IA nous ont permis de dresser un bilan assez intéressant. Alors bien sûr, avec des évidences, l'IA permet d'augmenter la production et d'accélérer la production de manière extrêmement impressionnante. De manière un petit peu plus subtile, elle remet au cœur du débat et au cœur de la création de valeur des profils plus expérimentés, qui étaient peut-être un petit peu délaissés auparavant. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est quand on parle des jeunes qui entrent sur le marché du travail. L'IA automatise extrêmement bien les tâches justement par lesquelles les jeunes entrent dans les métiers. Faire des recherches, analyser, présenter, coder. Mais donc on a une problématique, si l'IA fait le travail des juniors, comment allons-nous former les profils expérimentés de demain? Un premier emploi sert bien sûr à produire, mais il sert aussi à se former, à apprendre. Et du coup, c'est une problématique qui devient collective, parce qu'une entreprise qui voudrait seule automatiser moins pour produire plus se verrait pénalisée dans la concurrence internationale. Du coup, ma question, est-ce que vous êtes prêts à mettre en place un grand plan national qui vise à repenser l'entrée dans les métiers dans la nouvelle ère de l'IA? Merci.
Et je vais demander à monsieur Alexandre Loubet de répondre en premier. Quelques secondes. On attend que les votes s'affichent. Alors déjà, merci et bravo pour vos votes qui vont dans le bon sens. Ma question, elle va être légèrement décalée puisque vous avez tous voté pour. C'est plutôt quelle réforme vous verriez dans ce plan ? Bien, merci pour votre question. On a parlé tout à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique et l'un des enjeux majeurs de notre génération, celui de l'intelligence artificielle également, c'est la nouvelle révolution industrielle. Alors évidemment, on a parlé formation tout à l'heure. Oui, il faut former, accompagner les jeunes au maximum à travers des enseignements technologiques notamment. Mais l'IA, il faut reconnaître que c'est le sens de l'histoire. Soit on la subit, soit on la maîtrise. Par conséquent, il faut développer une filière souveraine d'intelligence artificielle en s'appuyant sur les comités de filière pour définir des contrats de filière et des objectifs. Et on a 3 atouts là-dessus. On a les meilleurs ingénieurs au monde. Il faut en former davantage. On en forme quasiment 2 fois moins que l'Allemagne. On a une énergie décarbonée, abondante et pas chère grâce au nucléaire. Et on a besoin de financement. Il suffirait de flécher 0,3% de l'épargne financière totale via un fonds souverain comme le propose Marine Le Pen pour développer, financer cette filière d'intelligence artificielle. J'ajoute que l'IA va évidemment supprimer des emplois, mais elle va aussi en créer. Je suis schumpeterien, c'est-à-dire qu'il faut accompagner les entreprises dans leur numérisation et dans la montée en compétences des salariés. Ça passe notamment par un crédit d'impôt à la numérisation de nos entreprises qui sont 6 à 8 points moins numérisées que la moyenne européenne. Et cela passe aussi par un accompagnement de ceux qui malheureusement auront perdu leur emploi. En réalité, il faut une politique globale en matière d'intelligence artificielle. Vous savez, il y a 2 ans, la Chine n'investissait que 14 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle. En France, on est à 4 milliards d'euros. Je vous l'ai dit, il suffirait de mobiliser 0,3% de l'épargne des Français pour être l'un des pionniers mondiaux de ce qui révolutionnera les prochains siècles. Adrien Clouet, à vous. Merci beaucoup. Effectivement, un peu d'étonnement puisqu'on a tous voté ensemble, mais il me semble que le sujet, c'est moins la porte d'entrée que la pièce dans laquelle on entre sur le sujet de l'IA. Et aujourd'hui, l'IA, elle est sur un chemin de crête. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on intervienne politiquement. Un chemin de crête d'abord parce qu'il y a bien sûr une tentative de certains monopoles, notamment de nord-américains, évidemment de s'imposer sur le marché, de mettre le nœud coulant et de le resserrer derrière autour des entreprises qui seraient utilisatrices, bien sûr. Et deuxièmement, on a un chemin de crête en matière d'usage des IA. Je pense aux différents usages qui sont discriminatoires, que ce soit par exemple pour les femmes sur le marché du travail, pour les personnes en situation de handicap, pour l'accès au crédit, etc., etc. Donc on a ces 2 sujets. Comment on s'en empare ? Eh bien, me semble-t-il, de 3 manières différentes. D'abord, la formation qui a été évoquée. La capacité des salariés, travailleuses, travailleurs indépendants également, à maîtriser, intervenir et réorienter l'IA. C'est quelque chose qui est fondamental. Bon, savoir faire du code, évidemment, c'est aujourd'hui devenu un savoir de base dans plusieurs secteurs, mais il faut une formation continue sur le sujet, parce que sinon, vous aurez une scansion au cours de la carrière professionnelle et une partie des salariés qui vont devenir, en fait, l'appendice de la machine sur laquelle ils et elles travaillent. Deuxièmement, nous souhaitons, que soit instaurée une mission nationale de maîtrise de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un organisme qui associe entrepreneurs, salariés, enfin organisations syndicales, pouvoir public, pour pouvoir, organiser les futurs modèles d'IA, parce que l'IA a un effet emploi, mais elle a aussi peut-être même surtout un effet travail. Et elle peut évidemment enrichir l'activité professionnelle comme elle peut l'appauvrir et faire du travailleur, de la travailleuse, quelqu'un qui en fait relie des prompts ou se contente en fait d'entretenir les différentes machines qui agissent. Donc il faut qu'il y ait une intervention publique pour faire en sorte que l'IA dans l'entreprise soit une IA qui enrichit l'activité et donc qui augmente la productivité qui est, on le sait, en chute libre depuis maintenant quelques années. Et enfin, il faut que toute entreprise stratégique sur l'IA soit couverte en tant qu'entreprise tactique nécessaire à la nation avec un droit de veto sur l'achat et la vente. Merci. Philippe Brun, c'est à vous. Alors d'abord sur l'intelligence artificielle. Il y a aujourd'hui 2 pays dans le monde qui ont un système d'intelligence artificielle à la frontière, c'est-à-dire qui sont à l'avant-garde de cette technologie, les États-Unis et la Chine. Et je suis d'accord avec monsieur, la France est probablement le seul pays d'Europe qui peut, par la qualité de ses ingénieurs, par son électricité décarbonée, par la place aujourd'hui de ses data centers, essayer d'atteindre la frontière technologique. Mais notre retard, il est colossal. Et il va falloir un investissement public massif, comme en 1950
58, dans les années qui ont suivi 1958 et le retour au pouvoir du général de Gaulle. À l'époque, la question c'était l'arme atomique. Et les questions étaient de savoir est-ce qu'on doit récupérer le modèle américain ou développer notre propre modèle à la frontière d'armes atomiques. Et nous avons développé notre propre modèle. Et c'est par le développement de ce propre modèle et cet investissement massif consenti à l'époque par l'État que nous avons ensuite pu développer le nucléaire civil et l'excellence française que nous connaissons aujourd'hui. Je propose donc de consacrer 1,5 point de PIB de dépenses publiques, à côté évidemment de l'investissement privé, pour créer un laboratoire réunissant 1700 chercheurs pour développer ce modèle d'IA à la frontière. Ça me paraît absolument capital. Alors maintenant, pour répondre à la question, puisqu'on répond tous à côté de la question, celle des effets sur l'emploi et en particulier sur les jeunes qui démarrent dans la vie et qui ont peu d'expérience. Moi, je pense qu'on doit favoriser au maximum les stages et l'insertion professionnelle dès le début des études pour justement limiter cet effet. Comment? Il faut rétablir les aides à l'apprentissage qui ont été supprimées par le gouvernement. Il faut le faire. Il y avait une mesure qu'on avait mise en place en 2012 qui était une baisse de cotisation pour seulement les jeunes, mais c'était compensé par l'emploi d'un senior. Je pense qu'il faut la rétablir parce qu'elle est utile à l'heure de l'intelligence artificielle pour favoriser l'insertion des jeunes. Marie Lebec, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. C'est une très bonne question puisqu'effectivement, on est à l'aube de cette révolution, voire on est déjà dedans. Il faut quand même avoir en tête que l'IA, ça ne peut pas être une machine à supprimer le premier emploi, mais que ça doit être justement une machine à accélérer les premiers apprentissages. Et d'ailleurs, on le voit dans tout un tas de secteurs, enfin, on l'a vu sur d'autres révolutions industrielles, dans un certain nombre de secteurs. Quand une entreprise, quand un secteur d'activité ne forme pas en fait ses juniors pour devenir les seniors de demain, in fine, il périclite, il attire moins de jeunes vers les formations, il apparaît comme une filière ou une voie sans déboucher quand même c'est un secteur élément. Et donc je pense que c'est la responsabilité de l'ensemble des entreprises de s'emparer de ce sujet pour former ces juniors. Je crois qu'on a aujourd'hui, c'est un débat, bien sûr, c'est une révolution qui est à la fois très réjouissante et à la fois inquiétante, mais je pense qu'on a eu tout au long de l'histoire, de l'invention de l'imprimerie à l'apparition d'Internet, cette question de, au fond, comment est-ce qu'on forme et comment est-ce que ça a un impact sur les métiers, comment ça les transforme. On a de la chance en France d'avoir des champions. Je pense qu'ici, on pense à Mistral, mais il y en a bien d'autres encore qu'on ne pourrait pas citer. On a eu aussi le président de la République qui s'est beaucoup emparé du sujet et qui a porté cette question, je pense, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, internationale, de faire de la France un pays d'attractivité en matière d'IA. Et ce qu'on propose aujourd'hui avec Gabriel Attal, c'est de former 20 millions d'actifs sur l'IA en 5 ans pour accélérer cette transformation, accélérer cette acculturation. Mais moi, je voudrais aussi dire, parce qu'on est ici à la REF, il y a aussi, je pense, une responsabilité des entreprises, et notamment celles qui sont le plus en avance sur l'IA, c'est d'acculturer aussi les entreprises qui n'ont pas encore pensé leur positionnement par rapport à l'IA, comment elles pouvaient optimiser leurs gains, comment est-ce qu'elles pouvaient améliorer leur productivité, parce qu'au fond, on voit aussi que parfois, il y a une réserve des chefs d'entreprise à adopter ce sujet de l'IA, et c'est comme ça qu'on réussira à former les juniors de demain. Merci à vous quatre de vous être prêtés à cet exercice. Lionel. Merci Lionel. Pour conclure, s'il vous plaît, si vous deviez en 45 secondes, 1 minute grand maximum, je compte vraiment sur vous, nous donner une idée, une ambition pour faire en sorte que la France redevienne un leader et un leader européen. Adrien Clouet, je vous propose de conclure. J'aurais démarré plusieurs fois, j'aurais bien le tropisme pour la gauche de rupture. Bon, je pense que si on veut rester souverain, si on veut rester indépendant et si on veut avoir des conditions vivables dans ce pays, il va falloir que la France redevienne une grande nation planificatrice. Le plan, ça ne veut pas dire qu'on met de côté l'entreprise privée. D'ailleurs, vous êtes les premiers au courant. Toute entreprise sait bien qu'elle fait des projets pluriannuels à très long terme et qu'elle ne joue pas aux enchères sur le marché ses propres ambitions et ses propres investissements. À partir de là, il faut une nation, et moi je souhaite me battre pour qu'on ait enfin un pays où il y a des objectifs pluriannuels de production. Parce que concrètement, matériellement, c'est ça qu'on fera. Il n'y aura pas de société post-industrielle, ça n'existe pas, c'est du blabla. Il y aura une industrie qui est soit contrôlée, souveraine, soit une industrie qui est à l'étranger et qui est importée. Donc la fin du zigzag avec des changements de position et de choix tous les 6 mois. Et oui, lorsque le secteur privé fait défaut, eh ben on nationalise, ça arrivera quelquefois. Merci. Philippe Brun, même exercice. On est aujourd'hui dans un moment où il faut changer de modèle puisque le monde a changé et donc notre économie doit changer. Il faut changer le financement de la protection sociale. Ça ne peut plus être seulement les salariés qui payent pour l'ensemble des Français.
raison pour laquelle moi je propose une baisse importante de la CSG et d'élargir le financement de la protection sociale, notamment aux revenus du capital et à l'héritage. Il faut comprendre que la révolution de l'intelligence artificielle va complètement changer notre économie. Il faut s'y préparer en ayant un modèle à la frontière. Il faut comprendre que dans la bataille de l'automatisation, de la robotisation et de la réindustrialisation, c'est le prix de l'énergie qui va compter. Et donc il faut remonopoliser EDF en donnant à nos entreprises sur le modèle d'un Aramco français l'électricité la moins chère d'Europe. Merci. Il faut comprendre que la crise démographique doit nous amener à faire des choix et donc il faut aussi changer notre système de retraite. Merci Marie Lebec. Moi, je refuse de considérer que le pays serait condamné à subir les transformations. On a des réussites, on a des talents, on a des entreprises qui, au quotidien, démontrent leurs capacités. On a balayé un certain nombre de révolutions ce soir. Mais il y a quand même un éléphant dans la pièce que l'on n'a pas abordé, c'est la question de l'endettement public. Ça passera par un courage politique évident d'être capable de réduire notre dépense publique, mais aussi, je pense, individuellement, puisque souvent on est confronté à ça, ou par secteur, d'être capable de tous collectivement faire des efforts, parce que c'est comme ça qu'on financera la réussite du pays de demain. Alexandre Loubet. En 2027, il faudra choisir soit dans la continuité dans le déclin avec ceux qui ont gouverné la France ces 30 dernières années, soit le chaos, la saignée fiscale avec LFI. Nous croyons au changement, nous croyons dans la croissance, nous avons la conviction que la France a tous les atouts pour redevenir une puissance économique et technologique. Et pour lever les freins à la croissance, il faut libérer la compétitivité des entreprises en baissant la pression fiscale, normative, énergétique. Il faut libérer la commande publique pour que nos impôts ne subventionnent plus les délocalisations et les importations, mais en priorité les productions sur le sol national. Et il faut libérer les financements disponibles. Je vous l'ai dit, il suffirait de flécher 1% de l'épargne des Français à travers un fonds souverain dans le cadre d'une stratégie pluriannuelle pour réindustrialiser la France et développer les technologies nécessaires. Madame la députée, messieurs les députés, merci. Merci beaucoup.